Donc, leur discours tourne autour de la réglementation est par définition inefficace. Et il vaut mieux laisser faire les entreprises et laisser les entreprises se préoccuper d'environnement elles-mêmes. Et avec derrière l'idée aussi de se construire une image responsable et de pouvoir verdir les rapports d'activité. Alors ce développement durable, donc on a une définition, qui est la définition qu'on trouve dans les livres, qui a été adoptée par la communauté internationale, qui est un développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans remettre en cause la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et ce qui est intéressant dans cette définition du développement durable qui est donnée par la communauté internationale, c'est d'une part qu'on n'a aucune remise en cause de la croissance. On part du principe que la préservation de l'environnement pourra se faire dans le cadre d'une croissance continue. Et surtout, pas de remise en cause du contenu de la croissance. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire de la croissance sur les mêmes bases qu'aujourd'hui. Et deuxième volet, à partir du moment où on n'interroge pas ni la croissance ni le contenu de la croissance, eh bien le développement durable parle du postulat que les solutions seront technologiques et scientifiques. C'est-à-dire que grâce à la technologie, grâce à la science, on arrivera à résoudre les problèmes environnementaux. Maintenant, cette période du développement durable est terminée. Pour l'anecdote, le journal La Tribune l'a écrit de façon très claire. Vous avez eu un numéro spécial qui est sorti au moment du Grenelle de l'environnement avec un éditorial des journalistes de La Tribune qui disait voilà, le développement durable c'est terminé, on est passé à autre chose. Et c'est vrai qu'ils étaient assez flous sur cette autre chose, cette autre période dans laquelle on était passé, mais en tout cas, le développement durable, c'était fini. Et effectivement, c'est vrai, pour une raison simple, c'est qu'avec le développement durable, on était dans un maquillage de rapports d'activité où voilà, on se donnait une bonne conscience environnementale, on écrivait des choses en disant voilà, on a pris telle et telle mesure pour, par exemple, réduire les déchets, par exemple, réduire les consommations d'énergie. Donc, entre parenthèses, des choses qui sont des coûts économisés pour l'entreprise. Donc les entreprises s'y retrouvent tout à fait. Là, on a une menace avec la question du changement climatique qui est une menace beaucoup plus globale, beaucoup plus présente et qui, d'après ce que nous disent les scientifiques, met vraiment en péril le système. Et face à ça, face à cette prise de conscience, face à la montée de ces préoccupations sur le climat, la stratégie du développement durable est plus suffisante. C'est-à-dire qu'on ne peut plus simplement donner un petit peu le change et maquiller les rapports d'activité, il faut passer à autre chose. Et cette autre chose eh bien, fait qu'on est entré dans une phase que moi j'appelle l'écolo-libéralisme. Puisque les pouvoirs économiques ont décidé d'apporter une réponse à la crise environnementale, mais d'apporter une réponse ultra-libérale, où la crise environnementale est utilisée pour alimenter les marchés financiers, pour faire de la croissance. Vous avez certainement vu, soit dans les journaux, soit à la télé, des titres formidables sur voilà, maintenant on va faire de la croissance verte. Donc l'écologie va être un moyen de faire de la croissance. Et puis pour continuer à se donner bonne conscience et à afficher une image responsable, ce qui n'est plus le cas simplement des entreprises, mais ce qui est le cas également des organisations internationales, des gouvernements, de l'Union européenne. Et donc les déclinaisons les plus formidables de l'écolo-libéralisme, à mon sens, c'est ce qu'on a vécu récemment en France avec le Grenelle de l'environnement, où vraiment on a eu des choses sensationnelles, où il s'agissait de donner du travail aux entreprises, de leur donner des perspectives de profit, et puis surtout de rien remettre en cause en profondeur. Et l'autre volet qui est encore plus caricatural et de loin, c'est les politiques de lutte contre le changement climatique, dont je vais vous parler tout de suite. Donc, encore un petit retour en arrière pour comprendre comment on nous a sorti des solutions en matière de changement climatique aussi sensationnelles que le marché des droits à polluer. Au niveau économique, quand l'économie commence à s'intéresser à une question qui est celle des externalités, c'est-à-dire de tout
l'impact qu'une activité peut avoir sur les activités extérieures et qui n'est pas répercuté dans le prix. Alors, pour prendre des exemples concrets, donc on a des externalités positives et des externalités négatives. Externalité positive, vous avez un apiculteur qui a des abeilles. Les abeilles vont polliniser des cultures avoisinantes et qui vont permettre à un agriculteur de cultiver et d'en tirer des bénéfices. Bien, le travail des abeilles de pollinisation n'est pas compris, n'est pas monétarisé, n'est pas inclus dans l'échange marchand. Ça, c'est une externalité positive, puisque ça a un effet positif pour l'agriculteur. Par contre, ce qui est le plus répandu, en tout cas sur lequel on a le plus d'exemples, c'est les externalités négatives, où on imagine une usine qui s'implante, une papeterie par exemple, qui va polluer un cours d'eau. Eh bien, le coût de la pollution est supporté par la collectivité, par les gens qui avaient une activité qui dépendait du cours d'eau, par les pêcheurs qui venaient pêcher pour leur loisir. Et donc vous avez un économiste britannique qui s'appelle Arthur Cecil Pigou, qui donne une solution pour gérer ces externalités, parce que ça pose quand même des problèmes assez importants, et qui propose de faire des taxes. Alors il prend un exemple qui est un exemple de l'époque. À cette époque-là, les locomotives étaient à vapeur, et donc vous aviez une alimentation au charbon, et régulièrement vous aviez ce qu'on appelle des escarbilles, c'est-à-dire des morceaux de charbon incandescents qui étaient projetés par les locomotives et qui mettaient le feu dans des champs, dans des forêts, etc. Et Pigou prend cet exemple et dit, si on crée une taxe que devrait acquitter la société des chemins de fer, en même temps on pourrait indemniser les gens qui sont victimes, et puis ça inciterait la société des chemins de fer à limiter les escarbilles et à mettre en place des dispositifs qui permettent d'éviter les projections. Et donc il propose cette taxe. Alors, bon, on peut apparenter ça à aujourd'hui ce qu'on appelle les écotaxes. C'est-à-dire taxer pour limiter et dédommager les dommages sur l'environnement. Sauf que quelques années plus tard, cette proposition de Pigou est contredite par un autre économiste, qui est britannique également, et qui s'appelle Ronald Coase, et qui dit le principe des taxes est inefficace. Et il est inefficace pour une raison simple, c'est que quand on met en place une taxe, on a un intermédiaire qui est le pouvoir public, l'État, qui va déterminer le montant de la taxe, qui va la percevoir, qui va la redistribuer. Et ça, d'un point de vue économique, c'est inefficace. Et ce qui serait mieux, d'après Coase, c'est de déterminer des droits, donc des droits à, là, si on reprend l'exemple de Pigou, à provoquer des incendies, et d'avoir un système d'échange de droits où les personnes qui sont victimes et les personnes qui sont à l'origine des dommages puissent échanger librement ces droits. Et en mettant sur pied et par écrit cette théorie, Ronald Coase en 1960 dessine ce que va être le marché des droits à polluer. Le but, et ça rappellera la fameuse phrase de Ronald Reagan, c'est dès le départ de limiter au maximum l'intervention de l'État et de dire qu'on doit avoir uniquement des transactions privées. Alors, comment ça se concrétise maintenant au niveau des émissions de gaz à effet de serre? Donc, le constat sur le changement climatique est fait dans les années 80 et à la fin des années 80, avec un organisme qui a été créé, dont on entend parler assez régulièrement, qui est le GIEC,